Monsieur Cossin, je vous repose la même question qu'Agnès Bricard, parce qu'elle est entrée un peu trop dans les détails techniques, mais est-ce que vous, qui sont très importants bien évidemment, mais vraiment vous êtes, vous professeur, avec pédagogie s'il vous plaît, nous expliquer en 30 secondes le mode d'emploi de l'EIRL. Parce que pouvoir le faire en 5 secondes. Voilà, l'une des explications qu'on observe à ce manque de popularité, c'est que c'est difficile à comprendre. Les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on interroge les chefs d'entreprise, voilà, question de Benoît, 39 ans, artisan boulanger en Lorraine. Je suis en entreprise individuelle et j'ai fait une déclaration d'insaisissabilité de ma résidence principale qui constitue l'essentiel de mon patrimoine il y a 3 ans. Je me sens suffisamment protégé comme cela. Quel intérêt aurais-je à me transformer en EIRL? Les gens ne pigent pas trop l'intérêt pratique qu'il y a à faire ce choix. Monsieur Cossin. Oui, écoutez, je crois qu'on ne peut pas être trop rapide sur des questions difficiles. Donc, quand vous souhaitez qu'on réponde en 10 secondes, non, mais ça me paraît un peu court. Les grandes lignes, simplement. Les grandes lignes, c'est très simple. Voilà. Agnès l'a dit précisément. D'abord, il y a 2 catégories d'entrepreneurs individuels à responsabilité ou d'entreprises. Il y a celles qui vont se créer et il y a celles qui existent. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Pour celles qui vont se créer, je pense que pour les professionnels que vous êtes, pour l'essentiel, il n'y a pas le choix, il faudra proposer le IRL. Parce qu'on protège le patrimoine existant, mais surtout, on protège l'exploitant des risques futurs qu'il peut avoir. Et de mon point de vue, la vraie difficulté, ce sont pour ceux qui n'ont pas de patrimoine. Qui n'ont pas de patrimoine, mais qui ont quand même envie de créer une entreprise. Et ceux-là, que vont-ils affecter? Eh bien, ils n'ont rien à affecter. Il faut se battre pour qu'ils puissent créer une EIRL, quand bien même il n'y a pas de biens à affecter de manière importante. C'est la garantie de leur avenir. Pour les autres, c'est une question qu'on verra plus tard, pour les autres, c'est un choix de protection du patrimoine. La protection du patrimoine, de mon point de vue, c'est une réflexion qui doit être la suivante. Ce que je vais affecter au patrimoine professionnel, c'est ce que je risque de perdre. En conséquence de quoi? Il faut affecter au patrimoine seulement ce que la loi exige qui doit être affecté. Et c'est le patrimoine professionnel, les éléments professionnels, disons les choses comme elles sont, le fonds de commerce quand on a acquis, le fonds de commerce, dans ces éléments corporels et incorporels, c'est déjà un grand mot, les équipements, et si possible, et je réponds tout de suite aux représentants des entreprises, et si possible, ne pas affecter un immeuble. L'idée selon laquelle on veut protéger notre patrimoine personnel implique que notre patrimoine personnel ne soit pas affecté. C'est la logique du dispositif. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure en fiscalité, je serai un peu plus réservé sur les avancées qui ont pu avoir lieu. Parce que ce raisonnement qui consiste à dire à un exploitant, je suis propriétaire d'un immeuble professionnel, je vais exercer mon activité de peintre en bâtiment en l'utilisant. Je l'ai hérité de ma grand-mère. Est-ce que je vais l'affecter à mon patrimoine professionnel? Bien sûr que non. Je vais créer une EIRL sans l'affectation de l'immeuble qui va rester dans mon patrimoine personnel. C'est l'objectif même. Et moi, je n'ai pas, vous le dire, je vais vous le dire tout de suite, pas vraiment compris la bataille, entre guillemets, juridique et fiscale qui a pu avoir lieu pour dire le bien du patrimoine privé qui va passer au professionnel, il va être sanctionné fiscalement. C'est plus le cas, je vous rassure tout de suite, mais il n'avait pas lieu d'être ce débat, puisque c'est ridicule de mon point de vue de faire ce sens. C'est l'autre question qui était posée. C'est j'avais des actifs professionnels que je vais retirer de mon entreprise individuelle pour revenir dans mon patrimoine personnel. Mais pour les entrepreneurs, c'est très simple. Ils doivent créer, je pense, une EIRL parce que c'est protecteur. Ils doivent inscrire, ils doivent affecter à ce patrimoine les seuls éléments indispensables parce que ce sont ces éléments-là qu'ils sont susceptibles de perdre. D'accord. Donc, création, pour les créateurs, c'est évident. Pour ceux qui exercent déjà qui sont en activité, c'est un choix stratégique. Il peut y avoir des cas où ce n'est pas nécessaire, selon vous? Il y a plusieurs éléments, de mon point de vue, mais je ne vais pas me placer à la place du représentant des entreprises. Il y a des entreprises individuelles qui existent depuis longtemps et pour lesquelles les exploitants n'ont pas de risque de perdre
quoi que ce soit. Ça marche très bien. Ils ont pris leur garantie. Si ça marche très bien depuis longtemps, ils ont peut-être déjà créé une société, ça marche très bien, ils n'ont pas de sujet. Ce n'est pas leur inquiétude première de perdre leur pavillon. Donc, alors après, quand on a dit cela, il peut y avoir des opportunités fiscales de choix d'une autre structure. Au lieu de dire je vais créer une société, je vais créer une entreprise individuelle à responsabilité limitée, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, on entre dans le domaine d'Agnès Bricard et de la présidente, c'est-à-dire du conseil. Il y a des cas où il faudra conseiller, sans doute, pour des raisons juridiques certes, mais accessoires, mais pour des raisons fiscales principales, ce statut de l'EURL au lieu de créer l'EURL. Mais tout à l'heure, vous avez eu un débat sur l'EURL. C'est parce qu'on l'a mal vendu à l'époque que ça n'a pas marché. Il faut dire les choses comme elles sont. On a vendu à l'époque une URL comme étant une société. On a vendu à l'époque l'URL comme étant susceptible de créer des abus de biens sociaux, de générer des abus de biens sociaux. On a vendu à l'époque une URL dans laquelle l'associé unique se convoquait lui-même à une assemblée générale et se faisait à lui-même des rapports de gestion. Avouons quand même que c'était ridicule. Et dans notre pays, on a un grave inconvénient. C'est que ce qui nous vaut nous fait considérer que ce qui était avant est mieux qu'aujourd'hui. Alors là, moi je crois que dans l'EURL, c'est un statut qui me semble plus favorable que les précédents, mais s'il est aussi bon qu'on le dit, ben, il faut très simplement le rendre obligatoire pour tous les créateurs. Si la loi n'ose pas, je compte sur les professionnels pour faire passer ce message. Il n'y a aucun inconvénient d'adopter ce régime par rapport à une entreprise individuelle. S'il n'y a pas d'inconvénient, s'il y a que des avantages, je me demande pourquoi on ne le rend pas obligatoire. Stéphane Rappelli, un économiste qui a publié un rapport, a mis en cause l'EIRL en parlant de révolution sans effet. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est exactement la traduction de ce que je viens de dire. Exactement. On crée quelque chose et immédiatement, au lieu d'en tirer les éléments positifs, de regarder ce qui peut être mieux, de ce qui peut être amélioré, on commence par dire ça ne sert à rien. Oui. Et 6 mois plus tard ou 2 ans plus tard, tout le monde l'a fait. Marie-Claude, 58 ans, fleuriste dans la région lyonnaise. Je travaille en qualité d'artisan fleuriste et ma banque m'a toujours suivi parce que j'ai toujours cru moi-même dans mon activité. Passer en EIRL aujourd'hui ne reviendrait-il pas à remettre en cause cette relation de confiance mutuelle? Et Frédéric Lefebvre en a parlé tout à l'heure, le premier point d'achoppement, c'était la question du financement. Régis Lasselin. Oui, je crois qu'en fait, il n'y a pas aucune raison, puisque si elle a la confiance de sa banque, elle a la confiance en tant que professionnelle, et c'est pas parce qu'elle fait un patrimoine affecté qu'elle sera moins professionnelle. Est-ce qu'on en est sûr, ça? Frédéric Lefebvre a dit lui-même que les banquiers, au début, étaient un peu frileux et qu'il a dû prendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre Roséo d'apporter des garanties. Je pense qu'il y a des banquiers dans la salle, peut-être pas très nombreux. Ils diront pas le contraire ici, mais oui. Je pense qu'on peut les rencontrer, peut-être s'expliquer avec eux. Moi, le URL, si vous voulez, si elle n'a pas marché aussi bien qu'on ne le pensait, et le IRL depuis le janvier, est-ce que ce n'est pas non plus parce qu'il y a un autre statut qui est beaucoup plus flou et beaucoup plus difficile pour nous, c'est l'auto-entrepreneur qui, lui, n'oblige à rien, permet de faire, je dirais, de la concurrence déloyale des fois, puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucune charge de payer ni rien, et je me dirais à ce moment-là, plutôt que de faire de l'auto-entrepreneur, est-ce qu'il ne faudrait pas partir directement dans le URL? Au moins, ce serait clair pour tout le monde. Vous pensez qu'il y a une concurrence entre les deux statuts? Ah ben, évidente, évidente. L'auto-entrepreneur cannibalise un peu le URL. Juste un mot, c'est pas contradictoire. On peut parfaitement être auto-entrepreneur dans le cadre d'une URL. Agnès Bricard. Moi, je voudrais revenir quand même sur la première question, la déclaration d'insaisissabilité. Il faut savoir, tous vous devez savoir, que ça ne le protège pas au moment où il y a le dépôt de bilan. Voilà pourquoi il faut dire à ce boulanger qu'il s'inscrive dans l'EIRL. Voilà. Moins de 20 000 seulement déclarations d'insaisissabilité depuis 2003. Là aussi, ça n'a pas séduit les foules. Mais pourquoi on a tout suivi? Parce qu'il fallait un notaire. Attendez, tous les éléments, on les a. Donc ça n'a pas fonctionné parce qu'il fallait un notaire. Et il faut un notaire quand il y a de l'immobilier. Donc on ne pouvait pas l'enlever de la loi Dutreil. Mais la Dutreil a commencé le premier en parlant de protection. Il n'a pas été assez loin parce qu'au niveau des créanciers, dès que j'ai eu à connaître de dépôt de bilan, sachez-le, la déclaration
n'était pas opposable. Pas opposable. Donc, il faut dire, oui, il faut qu'il se transforme en EIRL. Deuxième question, le financement. Bien sûr qu'il faut que cette dame, qui a toute la confiance de ses banquiers, se transforme aussi en EIRL pour protéger peut-être des biens auxquels réellement elle tient, mais surtout des biens qui ne sont pas nécessaires à sa vie professionnelle. Donc oui, il faut qu'elle se transforme en EIRL. Alors le problème des banquiers, qu'on soit clair, qu'est-ce qu'a mené le combat là-dessus sur l'EIRL? C'est bien toutes les chambres de métier avec l'UPA. Sur quel principe? C'est qu'on n'avait pas à donner sur une activité professionnelle une caution, une signature, ce qu'on appelle une signature, en bas des engagements bancaires qui nous engagent au-delà de ce qu'on appelle les biens professionnels. À quel titre à vie? Puisque je vois encore tout à l'heure, enfin hier soir, un pharmacien, à vie, il va payer des dettes sur lesquelles il a porté une signature. Alors que, simplement, la pharmacie va être vendue 2 fois moins cher qu'elle a été achetée. À quel titre? Donc ce qui a été demandé par l'ensemble de façon intelligente et par Bercy qui a accepté l'intelligence du projet, et je le dis, et qui n'a pas encore été accepté totalement par la chancellerie. Je le dis parce que j'ai travaillé aussi bien avec l'économie qu'avec la chancellerie des deux côtés. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur ces 2 colonnes, parce que pour la première fois, il y a un côté schizophrène en France qu'on matérialise sur cette déclaration d'affectation. Et je redis pour cette dame qui dit « Moi, j'ai toute la confiance de mes banquiers », ça n'empêche que quand elle signe dans le cadre d'un concours bancaire, elle signe sur l'ensemble de son patrimoine et elle ne peut plus le faire puisque maintenant on a décidé qu'on faisait une protection juridique. Voilà le deuxième point qui est essentiel. Oui, le IRL doit être rendu obligatoire, comme le disait si bien Jean-Pierre Cossin, puisqu'il y a tout avantage. Maintenant, les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, on était 325 000 de créateurs. Avec les auto-entrepreneurs, on est 650 000. On a enfin les mêmes chiffres qu'en Angleterre. Quand ils se retrouvent, les ministres à Bruxelles, ils sont fiers de dire on est 650 000. À une époque, on battait notre coulpe en disant, vous avez vu, même nos enfants vont en Angleterre, ça marche si bien la création. Aujourd'hui, on a le même nombre, parce qu'il y a 350 000 auto-entrepreneurs. La création, c'est facile. C'est évident qu'il faut qu'on les accompagne dans leur croissance. Et ce week-end, on a signé un accord. Vous, les OGA, à travers l'UNPC OGA, dont a eu l'idée Joseph Zornotti, de dire qu'il faut faire une grande plateforme commune pour parler d'une seule voix. La seule voix entre nous, les experts comptables, et vous, OGA, ainsi que les AGA, c'est de dire sur les auto-entrepreneurs, l'acte de création doit être facile, et dans le même temps, au bout de 3 ans, faisons en sorte de les faire grandir ensemble. Et donc, on a fait dans une démarche volontariste le fait de dire ensemble, vous et nous, on va les recevoir pour faire des diagnostics, justement, qui s'appellent « Est-ce que vous avez le bon choix dans la structure ?» Et on parlera de l'EIRL. Est-ce que vous avez le bon financement dans votre structure? Est-ce que vous avez les bonnes présentations dans les garanties? Voilà ce que ce week-end, on a décidé de faire ensemble. Et je voudrais vraiment vous le dire, sur les auto-entrepreneurs, 1, comme c'est facile, il faut le garder. 2, comme il faut évidemment les faire grandir, il faut évidemment qu'il y ait des bilans, ce que j'appelle des diagnostics, comme des contrôles techniques de voitures. On les a acceptés, c'était une directive européenne. On a eu cette intelligence ce week-end de faire ensemble pour que justement nous soyons aussi ceux qui faisons grandir les entreprises.